Bienvenue dans votre journal à la une. Ce soir, la Côte d'Ivoire attend toujours la libération de ses 49 soldats arrêtés au Mali dimanche. Silence radio du côté de Bamako. Nous ferons le point sur la situation avec notre correspondante à Abidjan, Christelle Pire. En République démocratique du Congo, la lourde décision de la Fédération des entreprises du Congo. La FEC a décidé, en raison de l'insécurité, de suspendre l'import et l'export des marchandises à partir du poste frontalier de Kasindi, non loin de l'Ouganda. Reportage à suivre. Enfin, où en est le marché des cosmétiques en Afrique francophone subsaharienne? La réponse se trouve dans le second rapport de Cetalma, média et agence d'études spécialisée sur le marché de la beauté en Afrique. Aminata Thior, sa fondatrice, nous dira tout. Elle est notre invitée ce soir. Quatrième jour de détention pour les 49 soldats ivoiriens interpellés dimanche à Bamako, au Mali. Hier, les autorités ivoiriennes ont demandé au pouvoir malien leur libération sans délai. Une demande restée pour le moment sans réponse. On retrouve en direct d'Abidjan notre correspondante Christelle Pire. Bonsoir Christelle. Le Conseil des ministres avait lieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, a réagi au sujet du bras de fer qui oppose Abidjan et Bamako. Oui, après la réaction officielle d'Abidjan hier avec le Conseil national de sécurité, cette affaire était forcément à l'ordre du jour. Mais le porte-parole du gouvernement ivoirien ne s'est pas vraiment étendu sur la question. Écoutez-le. Je peux émettre un seul commentaire. Au Mali, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des militaires, dont certains sont des forces spéciales. Ils savent comment on renverse un régime. Ce ne sont pas des touristes qui arrivent dans un aéroport, qui rassemblent leur passeport pour aller remplir des formalités de police. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur cette question. Les autorités ivoiriennes assurent en tout cas que les chefs d'état-major général des armées du Mali et de la Côte d'Ivoire sont en contact. Les échanges se poursuivent, les canaux ne sont pas rompus et Abidjan espère qu'une solution apaisée sera trouvée dans des délais raisonnables. Plusieurs informations contradictoires circulent au sujet du statut des 49 militaires ivoiriens arrêtés. Ce soir, en sait-on davantage au sujet de leur présence au Mali? Alors l'état-major ivoirien a donné des précisions cet après-midi sur ce sujet. Alors selon lui, ces soldats ivoiriens sont bien des éléments du support national, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des casques bleus, mais qu'ils sont en appui à la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Ils sont déployés depuis 2019 dans le cadre d'un mémorandum signé avec l'ONU et dans le cadre d'un contrat signé avec la compagnie privée SAS, la Sahel Aviation Service. Toujours selon Abidjan, ces soldats ivoiriens sont installés sur la base de la SAS à l'aéroport de Bamako avec d'autres soldats de d'autres nationalités. Ils aident notamment au transport des troupes ou de l'équipement vers Tombouctou et Mopti et ils participent également à la sécurisation de cette base. Alors il faut rappeler que lundi, le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, avait également confirmé que ces 49 soldats ivoiriens arrêtés étaient bien des éléments de support national adossés à la MINUSMA. Mais il est vrai que ce statut juridique est un peu complexe et ces différents contrats, notamment ce contrat passé entre l'État ivoirien et une entreprise privée, la SAS, ont soulevé pas mal d'interrogations ces derniers jours. De son côté, je vous rappelle que le Mali a déclaré que ces soldats arrêtés étaient des mercenaires entrés illégalement dans le pays sans ordre de mission ni autorisation. Enfin, Christine Lambrecht, la ministre fédérale allemande de la Défense, a réagi après l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali. Effectivement, car le contingent allemand de la MINUSMA est lui aussi présent sur cette base à l'aéroport de Bamako. Alors la ministre allemande de la Défense a appelé à la libération immédiate de ces soldats arrêtés. Elle a surtout dénoncé ces arrestations, affirmant que c'était un signal très problématique et qu'il y avait, je cite, des doutes considérables quant à l'intérêt d'une coopération constructive avec le Mali dans le cadre de la MINUSMA. Le gouvernement de transition malien entretient des rapports assez distendus avec une partie de la communauté internationale. Pour rappel, lors du renouvellement du mandat de la MINUSMA fin juin, Bamako s'était opposé à certaines dispositions, notamment à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans le domaine des droits de l'homme.
Les précisions de Christelle Pire, correspondante de TV5 Monde en Côte d'Ivoire. Merci Christelle. Mohamed Bazoum et Ethan Djamena depuis hier pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures aujourd'hui. Lors d'une conférence de presse aux côtés de Mahamat Idriss Déby, les deux chefs d'État ont évoqué la question du G5 Sahel, mais aussi celle de la transition au Tchad. Plus de détails avec notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. L'union, c'est ce qu'ont voulu montrer avec des accolades chaleureuses les deux chefs d'État. L'union d'abord sur le dossier de la transition tchadienne. Elle doit s'achever dans 3 mois, mais rien n'a été dit sur un probable renouvellement de cette période pour 18 mois. Le président du Niger a simplement affirmé que sur cette question, les relations entre les deux pays restent fluides. Mais ici, à N'Djamena, l'opposition s'inquiète, tout comme un sénateur américain qui a demandé au Tchad d'organiser des élections en 2022. La réponse du président tchadien est sans équivoque. Le temps où des petits fonctionnaires qui travaillent dans les ambassades, qui viennent donner des leçons ou des orientations aux chefs d'État africains est révolu. Ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par des lobbies qui va nous orienter ou qui va nous dire quoi faire de notre pays. Autre dossier sur lequel les deux présidents ont montré leur union, celui de la lutte contre le terrorisme. Les attaques se sont multipliées ces derniers mois au Niger. Il est donc urgent de redonner un nouveau souffle au G5 Sahel, selon les deux chefs d'État. Ils affirment que la force régionale est en difficulté depuis le retrait du Mali et lancent un appel aux autorités maliennes pour qu'elles reviennent sur leurs décisions. L'exaspération de la FEC en République démocratique du Congo. La Fédération des entreprises du Congo suspend jusqu'à nouvel ordre les opérations d'importation et d'exportation des marchandises à travers le passage de Kasindi à la frontière avec l'Ouganda. Raison invoquée, les actes de violence contre les véhicules de transport de marchandises sur l'axe Beni-Kasindi-Komanda. Reportage Ameni Alimassi et Oumi Diallo. Déserté et à l'arrêt, le poste frontalier de Kasindi est méconnaissable. D'ordinaire, la douane congolaise doit gérer le balai des véhicules de marchandises qui transitent entre la RDC et l'Ouganda. Mais le 8 juillet, la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, décide de suspendre les opérations d'import-export à la frontière de Pondoué-Kasindi. En cause, l'insécurité croissante. Véhicules incendiés, chauffeurs tués, des crimes que la FEC attribue aux ADF, ces rebelles ougandais régulièrement accusés d'exactions dans la région. Dans la ville de Beni, à 80 km du poste frontière, les conséquences de cette décision se font sentir et les commerçants sont en première ligne. Les pertes continuent et nous continuons d'attendre que l'État se bouge pour la paix. C'est là que les marchandises entrent et sortent. Donc si l'État tient à faire des bénéfices, il doit garantir la sécurité. Car le poste de Kasindi est le 3e du pays en termes de recettes. Le pétrole notamment rapporte des millions de dollars dans les caisses de l'État. Désormais, les vendeurs doivent s'approvisionner dans la ville de Butembo, à 60 km d'ici. Alors forcément, les prix explosent. En 4 jours, le litre d'essence est passé de 3100 à 4500 francs congolais, soit plus de 2 €. Nous avons peur aussi de tomber à faillite à cause de cette situation. Donc nous vendons épais lentement pour essayer quand même de satisfaire certains clients parce que nous ne savons pas si la situation va prendre effet quel jour. Une situation qui fait craindre à cet expert un effondrement économique. Notre économie est extravertie. Une économie extravertie, c'est-à-dire nous dépendons plus de l'extérieur. On importe presque tout. Ce n'est pas normal. Et le gouvernement doit prendre les choses au sérieux pour sécuriser les opérateurs économiques. Des opérateurs économiques déjà sommés par le gouverneur du Nord Kivu d'éviter le poste frontalier de Bunagana, désormais aux mains des rebelles du M23. Les avocats de François Beya se retirent de son procès. Ils estiment que les juges font preuve de partialité. L'ex-conseiller sécurité du président Félix Tshisekedi est poursuivi pour complot contre le chef de l'État. L'avis du collectif de la défense est partagé par le collectif Free François Beya. Écoutez son porte-parole.
La mise en liberté provisoire plus de 2 fois, la Cour a rejeté. Et au-delà de ça, c'est en rapport avec la santé de M. François Béa et même de M. Guy Vanda qui se dégrade davantage au regard de conditions sanitaires à la prison centrale de Makala. On n'a pas compris pourquoi le juge ne veut pas, non seulement même accorder la liberté provisoire, mais aussi par rapport à l'accès facile aux soins appropriés qui est un droit constitutionnel. Des propos recueillis par notre correspondante Francine Mokoko. Les sports avec le football et les quarts de finale de la Coupe d'Afrique féminine au Maroc. Tout à l'heure, la Zambie était opposée au Sénégal. Victoire des Zambiennes au tir au but, 4-2. Après un match nul, un but partout. En ce moment, le Maroc affronte le Botswana. Nous jouons la 40e minute et le score est de 1 but partout. Enfin, demain, 2 matchs à suivre. Cameroun, Nigeria et Afrique du Sud, Tunisie. Le basketteur camerounais Joel Embiid a obtenu la nationalité française selon un décret du 4 juillet publié dans le journal officiel, ce qui ouvre la voie à sa possible intégration au sein de l'équipe de France dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Quadruple champion olympique, anobli par la reine d'Angleterre, le destin de Mo Farah est exceptionnel. Sa vie avait pourtant plutôt mal commencé. C'est ce qu'il a révélé dans un documentaire diffusé sur la BBC. Les détails avec Sophie Goldstein. 4 titres olympiques, 6 médailles d'or. La gloire pour Mo Farah, naturalisé britannique puis anobli par la reine. Une success story comme le public les adore. Mais son histoire personnelle reposait sur un mensonge. La superstar le révèle dans un documentaire diffusé par la BBC. La plupart des gens me connaissent comme Mo Farah, mais ce n'est ni mon nom, ni la réalité. La vérité, c'est que je suis né au Somaliland, au nord de la Somalie, sous le nom de Hussein Abdikaïn. Mes parents n'ont jamais habité au Royaume-Uni, contrairement à ce que j'ai dit. Quand j'avais 4 ans, mon père a été tué pendant la guerre civile. Séparé de sa mère à l'âge de 9 ans, entré illégalement au Royaume-Uni sous une fausse identité en provenance de Djibouti. Pas moyen de contacter ses proches, la famille où il atterrit se sert de lui comme domestique. Souvent, je m'enfermais dans la salle de bain et je pleurais. Et comme il n'y avait personne pour me consoler, j'ai appris à ne pas m'épancher. S'occuper des autres enfants, faire le ménage pour avoir le droit de manger et surtout ne rien dire. Il se confie à son prof de sport qui contacte les services sociaux. Des années après, il retrouve sa mère biologique. Je n'ai rien pu faire pendant plus de 10 ans. Quand je l'ai entendu au téléphone, j'étais transportée de joie. Ces révélations ne laissent pas indifférent au Royaume-Uni au moment où la ligne officielle est au durcissement contre les migrants clandestins. Plusieurs responsables politiques, eux-mêmes issus de l'immigration, ont salué son courage et évoqué un modèle. Mo Farah ne se verra pas retirer la nationalité britannique, a fait savoir le ministère de l'Intérieur. Il y a des gens qui ont toujours un énorme problème ici avec l'immigration, qu'elle soit légale ou non. Alors oui, c'est sûr qu'il va recevoir des messages négatifs. Une question pourrait être de savoir pourquoi il n'en parle que maintenant. Est-ce une question d'argent? Je ne sais pas. Pourquoi maintenant? Les questions de ses propres enfants ont pesé, explique le champion de 39 ans en fin de carrière. La marque d'un glorieux passé. Au Burundi, près de Gitega, la capitale, les Burundais sont invités à découvrir la cour royale. Il s'agit de l'épicentre du pouvoir durant la monarchie qui s'est étendue du XVe siècle jusqu'à la proclamation de la République du Burundi en 1966. Anaïs Furtad et Gaylor Longo nous racontent. À 7 km de la capitale politique burundaise, au centre du pays, Gishora abrite les vestiges de la monarchie. Voici une exacte reconstitution de la cour royale, l'épicentre du pouvoir durant des siècles. C'est ici que le roi Mwezi Gisabo s'est caché dans les années 1900 pour échapper aux colons allemands. Oscar est le responsable du sanctuaire. Mais ce que les Burundais veulent voir, c'est la case principale, la résidence royale, une prouesse technique et architecturale pour l'époque. La case royale était construite en différentes espèces d'arbres et d'herbes traditionnelles. À l'extérieur, il y avait aussi différents types d'herbes comme des lianes. Aujourd'hui, ces espèces végétales sont rares dans le pays. Elles ont disparu peu à peu. À l'intérieur, des objets du quotidien, des paniers, des marmites, des nattes et des corbeilles. C'est après l'intronisation que le souverain s'installait dans son domaine. Le transfert du pouvoir se faisait de père en fils.
Après la cérémonie, le nouveau roi devait planter un arbre, marquant le début de son règne. Quand on voyait que le fils était au point d'atteindre la longueur du pied de son père, on avertissait le roi. On lui recommandait de lui céder le trône. Le roi devait alors consommer une boisson, de l'hydromel. Il perdait connaissance et la mort s'ensuivait. À l'époque de la monarchie burundaise, le roi était sacré. Un mythe entourait son existence, de sa naissance à sa mort. D'abord, on disait que le roi n'est pas mort, que le ciel a triomphé, le Burundi a triomphé, et puis on ne l'enterrait pas sous la terre comme on le fait comme on le faisait pour l'ensemble de ses citoyens. La monarchie a été abolie le 28 novembre 1966 après un coup d'État au Burundi. Mais le tambour résonne toujours à Gishora. Symbole du pouvoir, cette danse rituelle a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le pangolin est toujours menacé par les braconniers. Ces écailles sont prisées pour confectionner des remèdes traditionnels, notamment en Asie. En Afrique du Sud, près de Johannesburg, un hôpital récupère ces animaux saisis lors d'opérations de police. Des soins leur sont alors apportés afin peut-être un jour d'être relâchés dans la nature. Son état est stable, mais Lumbi a encore besoin de soins. Ce pangolin est surveillé de près dans un hôpital vétérinaire des environs de Johannesburg, spécialisé dans la protection des espèces indigènes. L'animal a été sauvé lors d'une opération de police contre des trafiquants qui s'attaquent à cette espèce pour ses écailles en kératine, très recherchées en Asie pour leurs prétendues propriétés médicinales. Sauvé mais traumatisé et très affaibli. On n'a pas encore trouvé de quel parasite il s'agit, mais il souffre à cause d'un parasite dans le sang. Et ce que ce parasite fait, c'est qu'il détruit ses globules rouges. Donc ça le rend anémique et on essaye de soigner ça. L'adresse de cet hôpital est gardée secrète pour éviter une attaque de braconniers. Ici, toute la faune sauvage de la région est soignée, mais le pangolin est de loin l'espèce la plus menacée. C'est aussi la plus mal connue, bien qu'elle soit présente sur Terre depuis environ 80 millions d'années. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la médecine vétérinaire et le processus de réadaptation des pangolins. On en sait très peu sur les espèces africaines, les 4 espèces présentes ici dans le continent. Donc plus on en fait pour eux, plus on en apprend sur l'espèce. Et n'oubliez pas qu'on parle d'une espèce en danger critique d'extinction. On ne sait pas combien il reste de pangolins sur la planète. Seul mammifère à écailles, le pangolin vit à l'état sauvage en Asie et en Afrique uniquement. Il est myrmécophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit quasi exclusivement de fourmis et de termites. À l'abri dans une réserve près de Pretoria, celui-ci est justement en train de se régaler d'un arrivage de fourmis volantes. Elles arrivent seulement après de grosses pluies. Donc c'est pas tous les jours qu'il y en a. C'est un peu une friandise pour les pangolins. Complètement rétabli, Steve est en pleine préparation de son retour à la nature, sous l'œil attentif de Gareth qui l'accompagne plusieurs heures par jour. Objectif, qu'il prenne suffisamment de poids pour pouvoir se défendre face aux prédateurs une fois relâchés. Et comme les pangolins ne s'alimentent pas en captivité, ces promenades surveillées sont le seul moyen pour Steve de se nourrir, un véritable sacerdoce pour son gardien. Je suis avec lui depuis le premier jour, depuis qu'on l'a sorti de la caisse saisie aux braconniers. Je suis avec lui chaque semaine depuis... ça fait au moins 7 mois. Au total, il faudra 11 mois à Steve pour retrouver toutes ses forces. Direction alors la réserve de Manyoni, à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la province du KwaZulu-Natal. Après une courte période d'acclimatation, il fait ses premiers pas de pangolin libre. Sur son dos, des émetteurs pour permettre aux rangers de le suivre. Il s'occupe très bien de lui. Il s'en sort très bien pour trouver sa nourriture. Il trouve des terriers. Il a maintenant toutes les compétences nécessaires pour survivre dans la nature. Je suis très confiant. Entre les semaines, voire les mois qu'il passe à l'hôpital, puis la surveillance qu'il exige encore une fois relâché, chaque pangolin mobilise beaucoup d'énergie, mais la survie de l'espèce est à ce prix.
Comment se porte le secteur de la beauté en Afrique francophone subsaharienne? Ce marché représente 335 millions de consommateurs et dispose d'un potentiel important, mais selon l'agence de conseil et d'études spécialisée Cetalma, il reste largement sous-exploité dans de nombreux pays. Pour aborder ce sujet, nous recevons Aminata Thior, experte du marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique et fondatrice de Cetalma, un média spécialisé dans les cosmétiques en Afrique francophone. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, vous nous parlez de votre second rapport consacré au marché de la beauté en Afrique francophone. Comment a évolué le marché depuis la présentation de votre premier rapport? Alors, on peut dire qu'il y a deux évolutions majeures que j'ai envie de lister ici, sachant qu'il y a plusieurs évolutions. Mais les deux évolutions majeures, c'est que sur ce marché-là, les consommateurs, en un an, ont voulu prendre soin d'eux. Et du coup, le besoin, enfin, on va dire deux besoins. Le premier, c'est celui de vouloir prendre soin d'eux, d'aller dans des instituts de beauté où on peut retrouver et des prestations de maquillage, et des prestations de coiffure, et des prestations de pédicure, manucure. En fait, avoir tout cela dans un seul espace beauté. L'autre évolution majeure sur ce marché, c'est qu'il y a des thématiques d'actualité qui sont remontées sur le continent, sur ce secteur des cosmétiques. C'est tout ce qui est recherche et développement. Les acteurs qui sont sur ce marché-là investissent aujourd'hui dans la recherche et développement pour proposer des produits qui répondent réellement aux besoins des consommateurs en termes d'ingrédients innovants, en termes de formulation innovante pour des consommateurs aujourd'hui qui ne veulent plus utiliser des produits à base de beurre et d'huile. Et ça, c'est la R&D. L'autre thématique qui a vraiment été évoquée en 2021, c'est tout ce qui est aussi production locale sur le continent, c'est-à-dire avoir des laboratoires qui répondent aux normes internationales, qui permettent aux acteurs, aux marques sur place, de produire sur place, mais aussi de répondre à une forte demande qui vient de l'étranger, où ces gens-là veulent aussi se fournir en matières premières sur le continent, mais aussi produire sur place. Quels sont les pays d'Afrique francophone qui occupent la première place sur ce marché des cosmétiques? Alors, on a la Côte d'Ivoire en Afrique francophone, donc 3 pays qui occupent ce podium. La Côte d'Ivoire avec 3,5 ou 3,6 milliards d'euros en taille de marché. Ensuite, on a le Cameroun avec 3 milliards d'euros. Et ensuite, on a le Sénégal avec 2 milliards d'euros. C'est vraiment ces 3 pays aujourd'hui où on a une forte demande dans tous les segments beauté et une forte réponse aussi sur ces demandes-là. Quelles sont les tendances actuelles ou futures au sein de ce marché en Afrique francophone? Alors, en termes de tendance, on reste sur tout ce qui est capillaire et tout ce qui est produits naturels bio. Le capillaire, c'est quelque chose depuis 10 ans où, sur ce marché de la beauté et des cosmétiques, il y a une forte demande. Ça, c'est une tendance actuelle qui est restée, qui va aussi rester dans les prochaines années. Les produits naturels bio, les consommateurs africains veulent davantage utiliser des produits naturels bio. Et en termes de nouvelles tendances qui sont apparues en 2021, l'année dernière, on peut noter tout ce qui est produits skincare personnalisés, c'est-à-dire une petite niche qui apparaît maintenant des consommateurs qui ne trouvent pas des produits. Skincare signifie pour les soins de la peau. C'est ça. Donc des consommateurs qui ne trouvent pas des réponses à leurs besoins et donc là ils se retournent vers des marques qui proposent des produits personnalisés. On a tout ce qui est produits de beauté, capillaire comme encore une fois skincare, mais à base de fruits et légumes africains. Ça, c'est vraiment une tendance qui est là, qui va aussi rester dans les prochaines années. L'autre tendance, c'est tout ce qui est hommes. Les hommes africains prennent de plus en plus soin d'eux, vont davantage dans les instituts de beauté, utilisent davantage aussi des produits de beauté. Typiquement, entre 2019 et 2020, ils constituaient 1,8% de la clientèle des marques africaines et des sites e-commerce beauté. En 2021, ils sont à 5%. L'autre tendance forte sur ce marché-là, c'est l'ouverture d'instituts de beauté, ce que je disais tout à l'heure, d'espaces beauté où on retrouve tout. Les prestations de maquillage, les prestations de pédicure, manucure, les prestations de soins de coiffure. Et on a évalué ce marché tellement qu'il y avait une forte demande. Au Sénégal, le potentiel du marché des salons de coiffure qui répondent à ce besoin-là, c'est 29 millions d'euros en 2021, 71 millions d'euros en Côte d'Ivoire et 62 millions au Cameroun. Avez-vous constaté des changements au sujet des préoccupations traditionnelles chez les consommatrices et consommateurs des cosmétiques? On va dire, les consommateurs actuels en Afrique francophone recherchent des produits à la fois sophistiqués mais simples.
Aujourd'hui, on leur propose pour la plupart des produits de beauté un mélange de beurre et d'huile, mais ces consommateurs recherchent vraiment des produits avec des ingrédients innovants, issus pour la plupart en Afrique, mais avec ce côté aussi scientifique. Ça, c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui qui est là, qui est présente. L'autre chose, c'est qu'il y a une demande de produits de beauté, mais vraiment adaptés aux consommateurs africains, qui va chercher sur l'histoire africaine, qui va chercher sur le savoir-faire africain. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en manque. Enfin, dans ce rapport, vous faites également une analyse du marché asiatique de la beauté. Pour quelle raison? Alors, on a fait un constat. Le marché de la beauté et des cosmétiques en Asie, il y a 10-15 ans, était le même que celui de l'Afrique aujourd'hui. On s'est demandé, mais qu'est-ce que les Asiatiques ont fait pour devenir aujourd'hui l'un des marchés principaux mondial de la beauté et des cosmétiques, et comment l'Afrique pourrait s'en inspirer sans copier évidemment, parce que l'Afrique doit créer ou adopter son propre modèle de cosmétique. Et du coup, c'est ça qui nous a poussé à faire cette étude sur le marché africain, et du coup, les résultats de cette étude nous ont permis d'identifier les enjeux que devraient maîtriser les acteurs qui sont sur le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique, et qui leur permettraient de sortir du lot, d'innover, d'augmenter leur chiffre d'affaires, et de répondre réellement aux besoins des consommateurs. Merci beaucoup Aminata Yator d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ainsi va l'actualité sur le continent. On se retrouve demain. Bonne suite de programme sur TV5 Monde.